Je vais vous parler ce jeudi soir, dans la nuit de jeudi à vendredi d'ailleurs, de la trifonctionnalité qui existe, enfin qui a été mise en évidence en avant par Georges Dumézil, qui parle de la façon dont les sociétés se sont très souvent organisées en trois parties, en trois groupes. Et là, on est beaucoup plus près de la vérité historique que lorsque l'astrologie propose de diviser l'humanité en 12 signes zodiacaux ou en je ne sais quel nombre de types planétaires. D'ailleurs, les travaux de Michel Gauquelin, du moins sous leur forme première, celle de 1955, ne portaient que sur trois planètes, Mars, Jupiter et Saturne, et donc sur trois catégories professionnelles. Après, on s'en est tourmenté, et Mars, Jupiter et Saturne étaient les points de départ, comme j'ai signalé lors du congrès que nous avons tenu en 2015 pour le 60e anniversaire justement de cette parution de l'influence des astres aux éditions du Dauphin. Et on pourrait ajouter les divisions en trois États de la France de l'Ancien Régime. Cette division ternaire me semble également, et c'est là l'objet de ma causerie de ce soir, de cette nuit, valoir pour une certaine conception de l'anthropologie qui distinguerait trois grands ensembles, en fait un ensemble binaire d'une part, et puis un ensemble qui se rajouterait. Ce qui recouvre plus ou moins ma lecture des trois premiers chapitres de la Genèse, avec d'une part l'androgyna, qui implique déjà une dualité, un binôme, et le troisième facteur qui est ajouté et qui s'appelle la femme, la isha, et qui donc se rajoute à l'androgyna, mais qui ne se substitue pas à lui, contrairement à ce qu'on peut croire. Tout simplement parce que l'androgyna biblique n'est pas un androgyna au niveau de l'individu, mais au niveau de l'humanité. Et d'ailleurs, pour moi, toute considération au niveau de l'individu est assez dérisoire. Donc, nous voyons là trois grands ensembles. Un ensemble constitué par ce que j'appellerais les races sémitiques, c'est-à-dire le peuple hébreu et le peuple arabe, du moins c'est comme ça qu'on les appelle actuellement, qu'on les a appelés, sans rentrer dans le détail de savoir d'où ils viennent, comment ils ont été originés, etc. C'est une question assez difficile à traiter. Je rappelle que les linguistes, par exemple, ont renoncé depuis pas mal de décennies à étudier, à y réfléchir sur l'origine du langage. La question des origines est souvent un peu problématique, même si Charles-François Dupuis a écrit un ouvrage qui s'appelle « De l'origine de tous les cultes » à la fin du XVIIIe siècle, dans les dernières années du XVIIIe siècle. Et auquel il faut rendre hommage, c'est un ouvrage important. C'est là qu'on esquisse une théorie des aires précessionnelles, justement. Bon. Et puis alors le deuxième groupe, ce sont les races aryennes, on peut dire, enfin les races non sémitiques, qui elles ont un statut subalterne par rapport au premier groupe. Et puis enfin, on a le troisième groupe qui est constitué des femmes et d'une manière générale de tout le champ de l'outil, tout le champ de la technique, puisque j'inclus les femmes dans ce champ-là. Et pour me faire bien comprendre, je prendrai l'exemple de la musique. En musique, il y a trois états, trois types d'activités musicales. Il y a le compositeur qui fournit ce qu'on appelle le matériau sonore primordial. Et puis il y a ceux qui vont broder dessus, en quelque sorte, c'est-à-dire qui vont faire d'autres œuvres, mais qui seront inspirées par ce matériau. Et puis enfin, il y a les interprètes.
qui vont jouer cette œuvre. Voyez-vous, donc finalement, nous avons bien cette ternarité, encore que le facteur numéro 2 soit souvent sacrifié et que les compositeurs produisent leurs propres œuvres, publient leurs propres œuvres, qui sont vouées à immédiatement être interprétées. Mais j'ai déjà dit que je m'opposais à ce schéma et qu'en fait, il faut distinguer les créateurs principaux de ceux qui sont en quelque sorte des arrangeurs, des orchestrateurs, et puis ensuite, évidemment, les interprètes. Vous voyez bien qu'on retrouve cette tonalité et qu'il faudrait la rétablir, la restituer, parce que si on ne la restitue pas, eh bien, on a des problèmes, parce que des problèmes de chômage, parce que tous les métiers ne sont pas développés. Il y a des métiers qui sont escamotés, et qui donc, par conséquent, pourraient mobiliser, pourraient employer beaucoup de monde. Et donc, si vous voulez, je vais revenir, comme je l'ai déjà dit, il y a les créateurs, au sens plein du terme, c'est-à-dire que ceux qui apportent le matériau fondamental, le matériau novateur. Il y a ceux qui vont aménager tout cela, et là on va passer de la verticalité à l'horizontalité. Parce que, pour une raison très simple, c'est que la verticalité, elle est faite d'une lignée, d'une dynastie, donc elle va être assez minoritaire, alors que l'horizontalité est beaucoup plus large. Parce qu'à partir d'un même matériau sonore, on peut évidemment produire un très grand nombre d'œuvres qui en sont dérivées, qui en sont des avatars. Et bien entendu, au niveau de l'interprétation, on va encore trouver un plus grand nombre d'interprètes. Donc il y a une espèce de système de... Là, au premier niveau, il y a relativement peu de monde, puis au deuxième niveau, il y a plus de monde, et puis au troisième niveau, il y a encore plus de monde. Et c'est la quantité qui fait, qui détermine l'horizontalité, mais qui détermine aussi le caractère subalterne. Plus il y a de monde dans une catégorie, plus cette catégorie est subalterne, c'est assez logique, assez cohérent. Alors on pourrait retrouver cela, comme je l'ai dit, en Inde avec les brahmanes, les kshatriyas, les paysans, etc. Enfin, bon, certaines catégories comme ça, avec les nobles en France, les bourgeois, le peuple, enfin bon, on pourrait. Je n'ai pas l'intention ici d'établir des parallèles extrêmement pointus entre ces différentes catégories ternaires, mais cela existe effectivement. D'ailleurs, en astrologie, on a l'habitude de diviser justement chaque saison en 3 temps, mais on pourrait discuter là-dessus, effectivement, si le premier temps de chaque saison n'est pas lié à la première impulsion dont j'ai parlé, le deuxième temps à la deuxième impulsion, et le troisième temps à la troisième impulsion. Donc j'avais eu le tort jusqu'à présent de travailler sur un binôme, bien qu'en esquissant quand même pas mal de directions dans un autre sens. Enfin, je n'avais pas assez bien mis en évidence cette ternarité, et je restais encore prisonnier d'une binarité qui d'ailleurs ne fait pas sens, puisque au regard des paramètres de la Genèse, on a bien un androgyna qu'il faut comprendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme une organisation duelle de la société, complétée par un élément, un troisième terme. Et d'ailleurs, cet androgyna, on peut aussi le concevoir en ne confondant pas l'androgyna et la question de la sexualité, hein, parce que la sexualité, finalement, elle est le fait de ce troisième facteur qui va couver l'enfant, etc. J'emploie le mot couveuse délibérément pour montrer que c'est un élément mécanique et technique, un outil qui va soulager l'homme, bien entendu, et en tout cas les deux catégories premières, qui sont des catégories masculines. Mais cette masculinité, c'est une façon de parler, puisque d'une certaine manière, je dirais que les peuples sémitiques sont l'élément masculin,
et les peuples ariens ou non sémitiques sont l'élément féminin. Bon. Mais ça n'a rien à voir avec la question proprement sexuelle, comme on l'entend généralement. Et d'ailleurs, il est dit aussi que cette dualité androgynale, elle est également à l'image de Dieu, des dieux, et donc on peut imaginer que toute société doit de toute façon s'organiser sur ce modèle-là, que ce soit les sociétés des hommes ou des dieux, bon, de celle d'en haut et celle d'en haut, enfin, peu importe, comme on voudra. Voilà, donc je pense que cette trilogie est fondamentale, cette trifonctionnalité est fondamentale. Rappelons que chez Gauquelin, Mars, Jupiter, Saturne correspond en gros Mars aux gens qui se produisent sur le plan physique, qui ont une action physique. Jupiter, une action plutôt de représentation, et Saturne, qui est véritablement celui qui va, en quelque sorte, faire apparaître le matériau nouveau, si vous voulez, qui va creuser les choses, qui va les approfondir. Et donc, qui va, comme une sorte de source, justement, qui va, le sourcier, là, le sourcier qui est aussi le sorcier, qui va faire jaillir, justement, l'énergie. C'est le rôle de Saturne, d'après cette théorie que je développe ici, que j'esquisse plutôt que je développe, parce que c'est quelque chose d'assez nouveau. Mais il est important de dire clairement que, aussi bien au niveau biblique qu'au niveau de l'organisation globale des sociétés, on est bien dans le ternaire, c'est-à-dire 1 plus 1 d'un côté, l'androgyna, et 3, et 2 et 3 pour faire un ensemble cohérent qui on rappellera que l'émergence de la femme est voulue par les dieux pour les aider quelque part, pour aider les hommes et pour les soulager d'un certain nombre de corvées et de contraintes.